Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans Regard sur l'Afrique, l'émission qui décrypte avec vous les grandes évolutions politiques et sécuritaires du continent. Ce soir, nous avons deux sujets distincts, pas des moindres. Le premier sujet va concerner le Zimbabwe où le président Emerson Mnangagwa a promulgué le 7 juillet une réforme constitutionnelle qui prolonge son mandat de 2 ans et supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel et promet des recours à l'intérieur comme à l'international. Eh bien, pour finir, nous allons aborder le Mali, le sujet concernant le Mali, où dans la nuit du 3 au 4 juillet, des combattants de JNIM et du FLLA ont lancé des assauts simultanés sur plusieurs positions stratégiques des forces armées maliennes à Anéfi, Gao, Anguelok, Sévaré et même sur une prison en périphérie de Bamako. Une nouvelle salve dans une guerre qui, depuis avril, n'a cessé de monter en intensité. Eh bien, pour toujours échanger, discuter de ces deux sujets, je suis avec le confrère Anissi, journaliste, spécialiste des questions politiques et sécuritaires africaines. Ensemble, nous allons discuter, aborder ces deux sujets. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, bienvenue à vous encore une fois. Alors, chers confrères, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission, Le Regard sur l'Afrique. Merci encore une fois, Prudence, d'avoir préparé cette émission. Et les sujets semblent effectivement pertinents, on va en discuter. Et je pense effectivement que les auditeurs, ceux qui nous suivent, pourront également nous partager leur avis. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, vous êtes invités ainsi, hein, chers internautes, chers spectateurs, sinon auditeurs, vous qui nous suivez en ce moment. Ce serait réellement un plaisir pour nous de voir vos avis, de suivre vos avis et surtout, n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, surtout à liker et à vous abonner à cette plateforme L'élan africain. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous rappelant que le 7 juillet, le mardi donc, le président Zimbabwe Emerson Mnangagwa a signé et promulgué la constitution de Zimbabwe. Dès l'annonce de Dès l'annonce, le secrétaire permanent du ministère de l'Information, Nick Mangwana, a résumé, n'est-ce pas, l'événement sur les réseaux sociaux avec la formule signée, scellée et promulguée. C'est désormais la loi. Le texte modifie en profondeur l'architecture politique du pays sur 3 points essentiels. D'abord, il fait passer la durée des mandats présidentiels et parlementaires de 5 à 7 ans avec application immédiate aux titulaires en exercice. Le second mandat de Nangagwa, qui devait s'achever en 2028, court désormais jusqu'en 2030. Ensuite, la réforme supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct, un mécanisme en place depuis 1987, au profit d'une désignation conjointe par l'Assemblée nationale et le Sénat. Enfin, la Commission nationale de la paix, enfin pour la paix et la réconciliation est dissoute. Ces attributions étant absorbées par la Commission des droits de l'homme. La loi avait été adoptée par le Sénat le 24 juin, 75 voix pour, 4 contre, et puis par l'Assemblée nationale le 30 juin lors d'une session extraordinaire avec 226 voix pour, 41 contre, après bien sûr 5 mois de navette parlementaire. Alors, chers confrères, nous voyons là une réforme qui prolonge le mandat en cours, supprime le suffrage universel et dissout une commission de réconciliation. Tout cela en une seule loi. En tant qu'observateur, sinon spécialiste, comment voyez-vous ce que vient de faire le président Nangagwa? Merci encore une fois. Ce qu'on constate effectivement, comme j'ai vu beaucoup d'observateurs effectivement pointer du doigt, et on l'a dit d'ailleurs sur un autre sujet similaire, hein, ça veut dire le changement de constitution. Quand vous entrez en fonction, vous prêtez serment. Vous prêtez serment
de respecter la Constitution. Ça veut dire, vous jurez au peuple, à vos concitoyens, que vous allez respecter la Constitution telle qu'elle était au moment où vous avez prêté serment. Ça veut dire que le président Emerson Mnangagwa a prêté serment en 2023 pour un mandat de 5 ans. Le mandat autorisé par la Constitution était de 5 ans. Alors, Ouais. s'il doit y avoir une modification, s'il doit y avoir une réforme, bien sûr, la loi n'est jamais statique. Il faut toujours qu'il y ait un certain dynamisme, il faut des révisions, ça c'est tout à fait normal. Mais si on doit introduire des réformes, vous qui avez prêté serment justement avec la Constitution telle que vous l'avez trouvée, vous ne devez pas être concerné. Et on a vu un peu partout en Afrique, justement, avec des révisions de la Constitution taillées sur mesure. Ça veut dire tout simplement, même si j'ai prêté serment pour un mandat de 5 ans, je vais mettre à 7 ans parce que c'est moi qui le veux, parce que j'ai le pouvoir, je détiens la totalité des pouvoirs et personne ne peut contester ma volonté. C'est ça qui est affligeant, pas seulement au Zimbabwe, mais un peu partout en Afrique. Donc, cette réforme rejoint beaucoup d'autres dans d'autres pays africains qui voient des réformes destinées tout simplement à satisfaire la volonté d'une seule personne. Ça veut dire le chef de l'État en place. Et donc, ça veut dire, bien sûr, 2 ans, c'est pas beaucoup. Il devait achever son mandat en 2028. On lui a ajouté 2 ans, mais c'est 2 ans quand même de trop, puisqu'il a juré devant ses concitoyens qu'il prêtait serment pour 5 ans. Et donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je rappelle que Emerson Mnangagwa est un président quand même âgé. Je pense qu'il a plus de 80 ans maintenant. Ouais. Et qu'il a servi le Zimbabwe sous son prédécesseur, Robert Mugabe, depuis l'indépendance du pays en 1980. Il était là. Il a fait partie de la guerre de libération. Il a participé à la libération de son pays. Qui a accédé à l'indépendance en 1980. Emerson Mnangagwa était là. Et donc, lorsque le président Robert Mugabe, d'ailleurs avant il y avait un certain Kanani Banana, Robert Mugabe était Premier ministre, mais de toutes les façons, Emerson Mnangagwa était là. Et lorsqu'il a fallu écarter en 2017, je crois, Robert Mugabe, qui était vieillissant également, qui commençait à commettre beaucoup de bévues, c'est Emerson Mnangagwa qui a pris le pouvoir. Et voilà donc, après seulement 2 mandats, il commence à faire modifier la Constitution. Ça, c'est inquiétant. Avec son âge, normalement, il faudrait ou qu'il pense plutôt à céder la place à quelqu'un d'autre. Et il y a une inconnue, parce qu'on ne nous a pas dit si en 2030, puisque justement le mandat qui devait s'achever en 2028 va maintenant jusqu'en 2030, qu'est-ce qui va se passer en 2030? On nous dit que maintenant, ce n'est plus le peuple qui vote pour le président. Il n'y a plus de suffrage universel à propos de l'élection présidentielle, mais c'est le Parlement, la Chambre basse et la Chambre haute, qui va se réunir pour désigner le président, bien sûr. Est-ce qu'en 2030, Emerson Mnangagwa sera candidat? On ne nous l'a pas dit, mais peut-être qu'on le saura bientôt, puisque son parti, le ZANU-PF, je pense, lors de son prochain congrès, je ne sais pas quand il va y avoir lieu, mais on ne manquera pas de voir si les partisans du président proposent la candidature de celui-ci pour l'élection de 2030. Et donc, c'est une réforme taillée sur mesure, comme un peu partout, on le voit, et je pense que c'est déplorable. Et j'ai d'ailleurs constaté, c'est un point positif, c'est un point pour l'opposition, qui, quand même au Zimbabwe, on s'exprime, hein.
même si le pouvoir tient bon et on laisse les gens manifester, s'exprimer, même si des fois il y a de la violence, mais au moins les gens s'expriment. Et j'ai vu justement que les opposants ne démordent pas. Ils ne sont pas d'accord, ils le disent, ils le font savoir. Et ça, c'est positif, même si je pense les protestations ne serviront à rien, puisque bien évidemment, tous les services de l'État sont sous contrôle du président Mnangagwa. Donc, on verra s'il va y avoir une candidature, la candidature du président en place en 2030 ou si tout simplement il veut désigner quelqu'un d'autre, mais ça m'étonnerait. Justement, ce serait impossible ou bien cela révélerait d'un miracle si et seulement si il décidait de placer quelqu'un d'autre en 2030. Eh bien, justement, vous venez de l'évoquer dans votre intervention, le fait de prêter serment et de dire respecter la Constitution après cette passé une ou 2 années au pouvoir, on se dit, bon voilà, il faut qu'on change cette constitution. Est-ce que quelque part, cela n'amène pas les populations à se méfier ou bien les populations ne doivent-elles pas à partir de cet instant se méfier de nos dirigeants qui sont actuellement au pouvoir et même des opposants parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes opposant, une fois au pouvoir, vous changez radicalement d'avis ou bien vous changez de veste, vous retournez contre ce que vous avez dit en étant dans l'opposition. Alors, doit-on dire que les populations doivent maintenant se prendre en charge et ne plus faire confiance aux hommes politiques? C'est juste les réactions de la population zimbabwéenne. J'ai vu l'article que vous avez posté quand on demande aux Zimbabwéens ce qu'ils en pensent. Eux, ils s'inquiètent plutôt de leurs problèmes au quotidien, ça veut dire de la vie économique qui est dure. Justement. Le coût de la vie devient de plus en plus dur. Ils ne comprennent pas justement que pour les tenants du pouvoir, la priorité est de modifier la Constitution. Au lieu de dire Mhm. nous avons fait en sorte que nos populations vivent mieux, qu'on améliore les conditions de vie de nos concitoyens, la première préoccupation pour les dirigeants, c'est de faire modifier la Constitution afin d'augmenter le mandat du président. C'est du moins le ressenti du peuple. Ça veut dire du bas peuple de la population zimbabwéenne. Pour la population, disons, en bas de l'échelle, qui voit justement ce qui se passe. Les difficultés économiques au quotidien, avec par exemple ce qui se passe maintenant euh, dans- sur un autre continent, avec la guerre qu'on voit, qui a aggravé le coût de la vie, surtout des produits du carburant. Les gens voyagent maintenant difficilement parce que le carburant coûte cher et le coût de transport évidemment augmente, on le comprend. Et donc, au lieu de s'attaquer à tous ces problèmes-là, les gens disent non, pour nous, le plus important maintenant, c'est que le président passe son mandat de 5 à 7 ans. C'est le ressenti de la population et c'est très grave justement, puisque on pense les gens pensent que quand on est au pouvoir, on se préoccupe de ses intérêts personnels et peut-être familiaux, mais on ne pense pas au bas peuple. Et ça, justement, c'est le ressenti du peuple et c'est ce qui est malheureux. Et je pense que le peuple a raison de toutes les façons. Alors, le peuple a raison et aura forcément raison si demain on ne fait plus confiance à nos hommes politiques. Mais maintenant, on parle d'une vote hein, au niveau voilà, de l'Assemblée nationale qui était de 26, hein, 226 voix contre 41 à l'Assemblée nationale, voilà, et de 75 contre 4 au Sénat. Des majorités très larges. Comment est-ce que la ZANU-PF a-t-elle réussi à obtenir une telle
cohésion au sein du Parlement, en voyant les chiffres. Ouais, ah bon. De toutes les Est-ce qu'on façons, peut parler c'est au quelque part de Parlement. manipulation des chiffres ou Non, non, les deux voilà. chambres du Parlement, on le sait, sont contrôlées par le pouvoir. Ça veut dire le parti au pouvoir. Ouais. Donc, ça vient des élections. Des élections, d'ailleurs, vous savez, lors des dernières élections en 2023, même la SADC, la communauté des États de l'Afrique australe et orientale, a Mhm. indiqué, les observateurs de la SADC ont dit que les élections ont été truquées. Il y a eu un rapport dans ce sens qui indiquait que les élections au Zimbabwe ont été truquées. Même si, bien évidemment, ça n'a rien changé à la donne, mais on sait qu'au Zimbabwe, les élections ne sont pas transparentes. Alors, ce qui est issu des élections non transparentes, évidemment, ça va se faire ressentir au Parlement. Même les gens de l'opposition, des fois, on vous prend, pas seulement au Zimbabwe, dans beaucoup de pays africains, on dit on organise des élections et avant, il y a un panel de gens qui s'assoient quelque part et qui disent il y a 90 places au Parlement, nous allons faire en sorte que notre parti au pouvoir obtienne 70 postes et puis on va accorder 5 postes à tel parti. Et le tour est joué. Ça veut dire, on dit, le parti tel a obtenu 3% des voix, alors que c'était des chiffres qui ont été décidés avant même la tenue des élections. C'est ce qui se passe un peu partout. Donc, ça veut dire, c'est des gens qui contrôlent le Parlement, qui contrôlent la Chambre basse et la Chambre haute, et qui influent effectivement aussi sur les décisions prises par cette institution parlementaire. On sait qui a voté quoi. On sait qui a voté qui. Hein? C'est pas étonnant que on obtienne des résultats qu'on voit. Et bon, la suppression de l'élection présidentielle au suffrage direct est la mesure la plus radicale, si on peut le dire ainsi. Elle rappelle également ce que la CEDEAO venait de condamner au Togo. Nous l'avons discuté de ce sujet la dernière fois. Ça fait déjà 2 semaines en arrière, je pense. Et aussi, alors, est-ce une tendance continentale? Doit-on parler là maintenant de tendance continentale ou bien des contextes propres à chaque pays, les Africains surtout? Euh, dans une certaine mesure, je pense que c'était un point peut-être qu'on ne va pas regretter. Parce que quelquefois, quand on voit le déroulement des élections dans nos pays africains, on dit pourquoi est-ce que on fait perdre du temps à la population? Pourquoi est-ce qu'on nous dit Ouais. d'aller voter alors que mon vote, le bulletin que je glisse dans l'urne ne sera jamais pris en compte? Puisque Mhm. ce qui est décidé avant la tenue des élections, c'est ce qui est respecté. On dit tel candidat, en l'occurrence, c'est le président du parti au pouvoir, obtiendra forcément 98%. Et donc, on fait tout pour atteindre ce chiffre. Ouais. Et donc, si on peut ne pas faire perdre du temps à la population, c'est malheureux de le dire, mais c'est plutôt bien. Au lieu de, puisque des fois même, aller voter est une obligation. Des fois, il y a des gens du pouvoir qui viennent vous prendre chez vous pour que vous alliez voter. Et on sait qui vous allez voter, ça veut dire on vous oblige à élire le candidat, bien évidemment, soutenu par le parti au pouvoir. Alors, si on peut me laisser tranquille chez moi et ne pas aller voter, je pense que quelque part, je peux m'en réjouir. Et donc, c'est malheureux. Ça veut dire qu'il y a une facilité de la part du pouvoir et qui dit,
Au lieu d'aller compter des milliers et des milliers de bulletins de vote, on va dire tout simplement, on va contrôler les élections, on va faire en sorte que notre parti gagne les élections législatives et puis les députés et les sénateurs vont élire notre président. C'est tout simplement une sorte de facilité, sachant que justement, ils adoptent la formule qui existe, la formule qui existe en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est le système, même si en Afrique du Sud, là, vraiment, c'est démocratique, mais c'est ce qui se passe là-bas. Ça veut dire, le parti, vous faites tout pour gagner les élections législatives, et c'est le parti qui domine le Parlement qui va désigner le chef de l'État. Et on sait que, par exemple, depuis 1994, c'est l'ANC qui parvient à faire élire son candidat. Même si, lors des dernières élections, ça a été un peu compliqué puisque l'ANC n'a pas obtenu la majorité. Et donc, je pense que est-ce que peut-être c'est ce qu'a voulu faire le Zimbabwe, c'est calquer son système électoral à celui de l'Afrique du Sud voisine au sud. Mais sachant que l'Afrique du Sud a un système électoral vraiment très transparent, c'est de la démocratie qui parle, mais tandis qu'au Zimbabwe, c'est tout à fait autre chose. Espérons que une fois le système sud-africain copié, ils vont également copier ce qui se fait également là, justement parlant de la démocratie et de la transparence des élections. Alors, l'opposition dans tous ces méli-mélos, l'opposition appelle l'Union africaine et la SADC à intervenir. Ces organisations régionales, selon vous, ont-elles les moyens et comment dire, la volonté politique d'agir dans ce dossier? Est-ce qu'ils pourront changer quoi que ce soit? Si nous prenons l'exemple de la CEDEAO qui a sorti, voilà, une décision qui pour autant ne va pas affecter la décision, sinon la cinquième république qui est en cours actuellement au Togo. Est-ce que vous pensez que de l'autre côté, l'Union africaine et la SADC pourront intervenir jusqu'à ce que voilà euh, cette décision puisse changer du côté du Zimbabwe? Bon, la réponse est dans la question. Vous faites bien de faire allusion justement à la décision prise par la Cour de la CEDEAO qui a condamné la réforme au Togo. Mais on sait bien que rien ne va changer. La décision a été prise, la réforme a été adoptée, et il y a la volonté politique de faire ce qui a été fait. Et donc, ce n'est pas cette décision de justice qui va faire changer quoi que ce soit. Et c'est pareil justement au Zimbabwe puisque je ne sais même pas si la SADC dispose d'une cour de justice. Je ne sais pas très bien, il faudrait que je vérifie. Mais du moins, pour ce qui est de l'Union africaine, si l'opposition saisit la cour de justice d'Arusha, peut-être elle peut se prononcer là-dessus. Mais même si elle se prononce, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer tout simplement parce que, en théorie, chaque pays est souverain. Chaque pays est souverain, même s'il y a des conventions qui ont été signées. Mais les organisations d'intégration régionale ou sous-régionale n'ont pas les moyens de faire respecter leurs décisions puisque bien évidemment, vous n'allez pas intervenir dans un autre pays pour dire, disons, dans le cadre des élections, vous avez triché et maintenant le président qui a été élu, on ne le reconnaît pas, on va mettre l'opposant qui a été battu. Ça ne peut pas se faire. Et là, bien sûr, il y a des condamnations, mais ce sont des condamnations théoriques. C'est de la rhétorique et ça s'arrête là. Ce que va faire l'OZANU-PF, justement, le parti au pouvoir a
les moyens de faire respecter ses volontés. C'est ce que voudra Emerson Mnangagwa et son parti qui va être mis en place et qui va rester aussi longtemps que le parti restera aux affaires. Alors, vous ne voyez pas là que c'est trop facile hein, de condamner les coups d'État militaires au point même de vouloir envoyer des forces armées pour rétablir le président qu'on a délogé. Vous ne voyez pas que c'est trop facile de faire ça, mais quand on commet des coups d'État qualifiés de constitutionnels, on se limite à des condamnations, à des appels. Bon, on a l'impression que là, les populations ou bien voilà la vie des populations ne compte pas, mais plutôt les chefs d'État. C'est eux qu'on protège beaucoup plus. On a l'impression, comme les gens disent, qu'on crée, c'est beaucoup plus un syndicat des chefs d'État que une organisation qui œuvre pour le bien-être des populations. Vous ne voyez pas le système comme ça, ici. Ouais, de toutes les façons, sur le continent africain, les démocraties réelles se comptent les doigts d'une main. Ça Hmm. veut dire, la plupart des pays africains connaissent des systèmes qui ne sont pas du tout démocratiques. Et les Ouais. élections, évidemment, rentrent évidemment dans ce cadre. Ça veut dire que ce que veut le plus fort passe et est imposé au reste de la population. Les élections sont là pour valider la volonté de celui qui contrôle surtout l'armée et la police. Hmm. C'est ce qui se passe un peu partout. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent que, par exemple, l'Union africaine est un club de dictateurs. Je cite les gens que je vois surtout sur les réseaux sociaux qui parlent ainsi en désignant surtout l'Union africaine, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement que l'on voit se réunir régulièrement. Et donc, il serait malvenu de voir quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par la force, qui triche régulièrement lors des élections, aller condamner quelqu'un d'autre qui fait la même chose. C'est très compliqué. Et donc, vous voyez au Zimbabwe ce qui se passe, et tout le monde le voit, même si la SADC a condamné les résultats des dernières élections, mais on s'en est tenu là. Vous voyez, par exemple, la SADC est composée de beaucoup de pays, justement, dans cette région. Mais quand vous voyez les pays qui sont membres de cette organisation, la plupart d'entre eux, justement, connaissent des problèmes, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mozambique, par exemple, lors des dernières élections. Vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière en Tanzanie, qui est membre de la SADC. Vous voyez les Mhm. contestations qu'il y a en République démocratique du Congo. Et donc, ces pays-là, justement, membres de la SADC, seraient mal conseillés d'aller donner des ordres ou intimer des ordres au Zimbabwe parce que, justement, il y a une réforme constitutionnelle qui ne respecte pas euh, les normes standards de la démocratie, puisque, justement, chez eux non plus, la, les normes démocratiques ne sont pas tenues en considération. Et donc, c'est pour ça, même si on le voit, les gens voudraient que les choses se passent de façon normale, mais les décideurs, justement, devraient plutôt penser également à balayer devant leur porte avant d'aller donner des conseils aux autres. Et vous disiez justement, la population, dans tout ça, la population passe à la trappe. Bien sûr, la volonté du peuple dans beaucoup de pays africains n'est pas respectée. On est là, on observe et on fait ce que le pouvoir nous dit de faire. Oui, malheureusement,
tout ce que vous venez d'évoquer là constitue quelque part voilà, les raisons, sinon l'une des raisons, des causes hein, des coups d'État dans nos pays africains. Malheureusement ou heureusement, pour certains, doit-on dire. Voilà. Vous avez vu par exemple la CEDEC, justement, pour reparler de cette organisation qui s'inquiétait de la situation à Madagascar la dernière fois, puisque le président qui est là à Madagascar est arrivé à la faveur d'un coup d'État, Ouais. mais on s'en est tenu justement à la rhétorique, à la théorie, puisque ils ne peuvent pas intervenir de toutes les façons. S'ils interviennent à Madagascar, il faudra également qu'ils interviennent au Zimbabwe. Il aurait fallu qu'ils aillent faire cesser les manifestations meurtrières et la répression policière au Mozambique l'année dernière. Tout cela, justement, si on veut que les choses se passent de façon transparente, il faudra que tout le monde respecte la règle, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Il faudra que tout le monde respecte les règles. Et vous l'avez dit malheureusement, ce n'est Mhm. pas le cas partout. Alors, avec Nangagwa au pouvoir jusqu'en 2030, à 87 ans, quelle dynamique, hein, quelle est la dynamique de succession qui se dessine au Zimbabwe? Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez comment est-ce que la dynamique de succession peut se présenter au Zimbabwe où il y aura une continuité? Vous avez effleuré le sujet au début, mais comment est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y aura forcément une succession ou ce sera la continuité? On va voir justement si pour 2030, le président sortant présente sa candidature. C'est possible. Ou si tout simplement il désigne un dauphin. C'est aussi possible. Mais on a vu que dans de telles situations, quand on essaie de désigner un successeur pour des régimes justement qui se présentent comme cela, on voit il y a cette tentative de désigner quelqu'un de la famille. Ouais. Vous voyez ce qui se passe en Ouganda, par exemple. Le président également, qui est en âge avancé, Mhm. fait tout pour que ce soit son fils, également chef d'état-major de l'armée, qui lui succède. Ouais. Ça veut dire son fils. On a vu du temps d'Omar Bongo au Gabon, quand il est décédé, c'est son fils qu'il avait préparé, qu'il a remplacé. Au Togo, pareil. Mhm. Et ça ne m'étonnerait pas justement qu'au Zimbabwe, on désigne quelqu'un de la famille, puisque justement, il y a quelques membres de la famille au Zimbabwe qui sont partie prenante du pouvoir, des ministres, des députés, il y en a pas mal. Donc, ça veut dire que, sans qu'on le dise ouvertement, le président aurait commencé tout de même à préparer quelqu'un qui va lui succéder quand il ne sera plus en mesure de gouverner le pays. Mais même quand il est là, avant même de passer le relais, souvent, c'est les membres de sa famille qui gouvernent. Donc, son entourage est composé de beaucoup de membres de la famille. Et bien évidemment, il y aura quelqu'un qui va lui succéder et qui sera de la même famille. C'est amusant tout de même, puisque lorsque le président Robert Mugabe a été écarté, ça veut dire le prédécesseur de Mnangagwa, il avait presque désigné son épouse comme devant lui succéder à la tête du pays. Ça n'a pas marché, bien sûr, puisque il y a eu un coup d'État en douceur, mais c'était son épouse Grace Mugabe qui devait prendre les rênes du pays. Et donc, ça veut dire que Emerson Mnangagwa également a préparé quelqu'un, même si
Peut-être que les connaisseurs de la situation zimbabwéenne savent celui qui est préparé, mais de toutes les façons, il doit y avoir quelqu'un. Alors nous avons encore 4 ans devant nous pour connaître l'issue de cette situation. D'ici 2030 ou bien en 2030, on saura si Emerson Mnangagwa va choisir un dauphin remplaçant ou lui-même va vouloir continuer à siéger sur le fauteuil présidentiel au Zimbabwe. Alors, nous allons passer à un autre sujet, le deuxième sujet de ce soir. Eh bien, si au Burkina Faso, enfin, si au Zimbabwe, le président, le pouvoir se consolide derrière une réforme constitutionnelle, disons-le, c'est une autre, toute autre forme de fragilité du pouvoir que l'on observe du côté du Mali, celle d'un État qui peine à contrôler son propre territoire, du moins c'est ce que nous observons. Eh bien, dans la nuit du 3 au 4 juillet 2026, donc, à partir de 5h40 heure locale, des combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, et du Front de libération de l'Azawad, le FLLA, ont lancé des assauts simultanés sur 6 sites stratégiques à Guélok, à Nefi. À Nefi, c'est Gao au nord, Sévaré et Conan au centre, et la prison de Kenieroba à 80, enfin à 60 kilomètres au sud de Bamako. Une prison réputée à abriter des détenus politiques et des combattants djihadistes capturés. Eh bien, cette offensive s'inscrit dans la continuité directe des attaques du 25 avril dernier, considérées comme les plus importantes depuis la rébellion de 2012. Ces attaques avaient coûté la vie au ministre malien de la Défense, Sadio Camara, il faut le rappeler, blessé le chef du renseignement Modibo Kone, et puis permis au FLLA de reprendre le contrôle de Kidal, désormais hors de portée de Bamako. L'objectif étant de l'offensive de juillet, étant de sombrer, de, de semble, enfin, l'objectif semble avoir été d'étendre ce contrôle en s'apparent, n'est-ce pas, d'Anefis, derrière dernier verrou stratégique sur l'axe Kidal-Gao. Eh bien, dans la nuit du 7 au 8 juillet, un convoi malien d'une soixantaine de véhicules a quitté Gao en direction d'Anefis. L'Union africaine, comme dans son habitude, a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques et a réaffirmé sa solidarité avec les autorités de Bamako. Côté malien, l'état-major affirme avoir repris l'initiative. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, chers confrères niçais, peut-on parler d'une montée en puissance méthodique de JNIM et du FLA? Parce que en voyant ce qui se passe entre le 25 avril et le 4 juillet, 2 mois, on sépare les deux attaques. Peut-on parler d'une montée en puissance méthodique de ces deux voilà, mouvements? Vous avez bien décrit la situation. Quand même, c'est déconcertant de voir la facilité avec laquelle ce mouvement réussit ses opérations. Vous avez parlé, par exemple, de l'opération qui a ciblé le ministre de la Défense et qui lui a coûté la vie. Ça veut dire, tout simplement, il voulait éliminer cet homme qui jouait un rôle clé dans le déroulement des combats de la part du gouvernement malien. Ils ont voulu l'éliminer et ils l'ont éliminé. Et maintenant, ils voulaient prendre cette ville d'Anefis dont vous parliez tout à l'heure. Euh, Ils l'ont conquise. Ils l'ont occupée, je crois, pendant quelques temps. Maintenant, la situation est confuse. Le gouvernement
l'armée malienne dit qu'elle a repris le contrôle. Mais dans tous les cas, on voit que justement, les opérations des rebelles, tout de même, leur réussissent de façon plus ou moins facile, de façon aisée. Donc, ce qu'on peut constater, bien sûr, c'est que même si le gouvernement dit que l'armée maîtrise la situation, mais il y a quand même quelque chose qui inquiète de voir que les assauts sont lancés de façon répétée et il y a tout de même une certaine réussite chez les rebelles. Mhm. Vous avez vu, Oui, il n'y a pas longtemps, ils avaient réussi à bloquer les routes. Il y avait une pénurie de carburant. L'année dernière, on a assisté justement à ce problème au Mali. Ça veut dire que il y a tout de même un savoir-faire de la part des rebelles. Alors que le gouvernement, l'armée malienne, a tout de même des soutiens, surtout les Russes d'Africa Corps. oui. Ça veut dire, il y a ces partenaires qui sont là, il y a l'armée malienne également qui devrait monter en puissance, et puisqu'il y a des moyens qui sont mis à disposition de l'armée pour combattre les rebelles, mais on voit tout de même que les rebelles parviennent tout de même à prendre le dessus. Alors, c'est tout de même, il y a un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que, comme le dit le gouvernement malien, il y a des soutiens extérieurs? C'est possible. L'Algérie est régulièrement pointée du doigt, mais on parle maintenant également des pays européens qui apporteraient leur soutien à ce mouvement rebelle. Mais dans tous les cas, on voit que ce mouvement-là monte en puissance et que, il arrive facilement à mettre, à, à mettre en difficulté l'armée gouvernementale. Oui, et puis on présente Anéfis comme un point stratégique, un point névralgique entre Kidal et Gao. Alors pourquoi ce site est-il à ce point stratégique et que signifierait sa perte définitive pour euh, les forces armées maliennes? Vous l'avez dit justement, c'est une ville qui est présentée comme un verrou vers d'autres villes plus importantes encore. Ça veut dire, il y a dans l'art militaire, je ne suis pas militaire, mais je vois ce que disent les connaisseurs, c'est qu'il y a des points stratégiques. Et quand vous parvenez à les prendre, justement, ça vous fait avancer, ça vous fait gagner du temps et ça vous fait atteindre d'autres points encore plus importants. Et je pense que c'est le cas justement de cette ville d'Anefis qui a été occupée pendant un certain temps. Et d'ailleurs, les rebelles n'ont pas dit que ils en sont partis. C'est l'armée qui dit que elle maîtrise la situation, mais peut-être que moi, je pense que dans cette ville d'Anéfis, quand même, la situation reste incertaine. Et donc, ça veut dire tout simplement, c'est pour ceux qui savent comment la guerre se fait, ça veut dire tout simplement, il y a des schémas tactiques qui se font, et je pense que justement, à que cette ville d'Anéfis rentre dans cette ligne de compte. Eh bien, vous venez tout à l'heure de parler de l'Africa Corps. Alors, les forces de l'Africa Corps sont présentes à Anéfis et à Kona. Quel rôle joue-t-elle concrètement dans cette bataille? Et cette dépendance vis-à-vis de Moscou est-elle soutenable à long terme pour Bamako? Je pense que vous avez un tout petit peu fleuré la question, mais c'est le lieu hein, d'aller un peu plus en profondeur de la question. Euh, Africa Corps est justement présent au Mali dans le cadre du partenariat entre ce pays et la Russie. Oui, On sait qu'anciennement, c'était des mercenaires de Wagner, qui étaient à c'est ça. l'époque dirigés par un certain
Evgeny Prigojine, je crois. Prigogine. Oui, Voilà. Et maintenant, comme il s'est rebellé contre Moscou, on a modifié un tout petit peu la forme, mais c'est les mêmes mercenaires, hein, maintenant qui sont contrôlés plutôt par le gouvernement de Moscou. Et donc, c'est dans le cadre de ce partenariat entre les deux pays que Africa Corps est présent à- au Mali et qu'il participe aux opérations militaires. On a vu d'ailleurs justement que il y a eu des tentatives également de la part de l'Ukraine. Puisque la Russie aide le gouvernement malien, nous aussi, nous allons soutenir les rebelles. Vous avez vu, il y a quand même des problèmes diplomatiques, d'ordre diplomatique entre le Mali et Kiev, puisque le gouvernement ukrainien avait décidé d'apporter quelques soutiens aux rebelles qui combattent le gouvernement de Bamako. Donc, ça veut dire également qu'il y a un problème géostratégique qui se joue dans ce qui se oui. passe. Et d'ailleurs également, ça a apporté quelques éléments de difficultés diplomatiques avec l'Algérie, Mhm. puisque les drones, il y a un drone qui a été abattu l'année dernière par l'armée algérienne, un drone du Oui, Mali. oui, Mais il paraît justement que c'est un drone qui avait été lancé par Africa Corps. Et donc, ça veut dire qu'il y a un partenariat qui est là, mais qui peut également causer des difficultés au gouvernement du Mali. Je ne sais pas quel est le degré d'efficacité de leur participation aux opérations militaires, mais le fait est que justement, ce partenariat également cause d'autres difficultés, surtout d'ordre diplomatique, avec les pays étrangers, avec également les pays de la sous-région. Est-ce que Bamako compte réellement sur la participation de son contingent militaire, ou peut-être que son contingent militaire porte des difficultés plutôt qu'il apporte une quelconque solution à la résolution des conflits au Mali. eh bien, disons-le, la prison de Kenyoroba, voilà, se trouve à 60 kilomètres de Bamako. Euh, Disons, cette prison a été attaquée au vu de l'Africa Corps et de l'armée malienne. Vous ne pensez peut-être pas que ces groupes armés s'apprêtent à prendre Bamako de façon définitive. Et si jamais cela arrivait, si cette menace, euh, le fait de prendre Bamako d'assaut, qu'adviendrait-il concrètement pour le pouvoir de Goïta et de façon générale la population malienne, y compris de la crédibilité de l'Africa Corps? Euh, la difficulté, c'est que justement, quand on voit les revendications des rebelles, il y a une part de partition du pays. Parce qu'il y a des rebelles qui veulent l'indépendance de l'Azawad. Mhm. Ça veut dire que s'ils parvenaient à prendre le Mali, le premier problème qui surgirait justement serait que le Mali serait divisé en deux. Ça veut dire, puisque justement ils combattent pour cela, il y aurait l'indépendance de l'Azawad et le reste du territoire peut-être serait un autre pays. Et là, justement, ça causerait pas mal de problèmes. Ça veut dire qu'il y a également euh, une- un problème de couleur de peau ou de race, je pense, au Mali. L'Azawad, c'est plutôt les Touaregs, tandis que le Oui, sud, ce serait plutôt les populations de couleur noire. Et les Touaregs, est-ce qu'ils sont plus ou moins apparentés aux populations du Maghreb? oui.
Donc, il y a une difficulté d'ordre justement d'unité nationale, l'unité territoriale du moins. Donc, Mhm. s'il parvenait à prendre Bamako, les choses seraient très, très compliquées, je pense. Et rappelons justement qu'il y a 13, 14 ans, je ne sais plus, je crois que c'est 13 ans, ils sont, ils étaient sur le point de prendre la capitale. N'eût été l'intervention de la France, c'était fini. Oui. Ils y étaient presque. Et maintenant, est-ce que les pays étrangers, les partenaires du Mali, interviendraient comme l'a fait la France en 2013? Ce serait compliqué également, vu maintenant euh, la position politique du Mali, puisque, rappelons-le, le Mali fait partie des trois pays du Sahel qui composent l'Alliance des États du Sahel et qui ont rompu presque les liens de coopération avec surtout les pays occidentaux. La France est intervenue justement en 2013 puisqu'il y avait la demande du gouvernement malien d'alors. Et je pense que maintenant, le gouvernement malien ne ferait pas encore appel aux pays occidentaux. Le gouvernement ferait plutôt appel à d'autres partenaires et surtout la Russie. Et je pense que l'intervention ne serait pas la même. Et donc, c'est un peu compliqué. Puisque justement, il y a Africa Corps qui est là, mais ça n'empêche pas les assauts qu'on voit répéter des rebelles. Par contre, je me pose une autre question. Bien sûr, je parlais de l'Alliance des États du Sahel. Je crois que les trois pays avaient décidé de mutualiser leurs forces pour défendre leurs territoires respectifs. Mais Oui. maintenant, je pense que le Mali est confronté à à ses propres problèmes et que le Niger et le Burkina Faso n'interviennent pas beaucoup, même si eux aussi sont confrontés à leurs propres problèmes, puisqu'il y a des rebelles également dans ces pays-là. Mais je pense qu'il devrait justement, comme vous vous inquiétez, si le rebelle n'est pas revenu à prendre Bamako, je pense que le Niger et le Burkina Faso devraient également s'inquiéter de cette probabilité et peut-être voir comment aider leurs amis maliens à mieux défendre leur territoire. Alors, disons-le, pour le moment, on ne sent pas accord cette alliance sur le plan militaire. Peut-être que, doit-on le dire, des fois, ces pays-là sont surpris des fois par les attaques de ces groupes armés. Eh bien, la junte malienne, s'il faut parler du Mali, avait fait de la sécurité la justification première de sa prise du pouvoir. Aujourd'hui, où en est sa crédibilité sur ce registre après l'offensive, l'offensive d'avril et celle de juillet de ce mois? Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, ce n'est pas quand même une prédiction, mais jusque-là, où en est la crédibilité de la même alliance sur le plan sécuritaire? Avant même de vouloir parler de l'intervention des autres pays, hein, parlant du Burkina Faso et du Niger. Justement, quand on voit ce qui se passe dans ce pays-là, le plus grand risque pour le gouvernement du Mali, surtout pour le président Assimi Goïta, le plus grand risque est de perdre la confiance de sa population. Puisque on voit, justement, je parlais de la facilité avec laquelle les rebelles parviennent à lancer leurs opérations, à atteindre justement leurs objectifs. La population doit se poser pas mal de questions, justement, doit se dire, est-ce que le gouvernement a des capacités de nous défendre, de défendre notre territoire? C'est un peu compliqué, même si on ne peut pas poser de telles questions à haute voix. Mais intérieurement, chaque Malien doit se poser cette question-là. Ça veut dire, il commence à voir.
la fragilité de l'armée malienne. Même si, bien sûr, on voit les communiqués du gouvernement et de l'armée, mais il y a tout de même des questions qui se posent, des points d'interrogation et bien sûr de la crédibilité du gouvernement malien. Vous le disiez, il y a eu un coup d'État, deux coups d'État, je pense d'ailleurs, qui avait pour motivation la défense du territoire Ouais. national. Et maintenant, on voit bien sûr que la situation peut-être est en train de s'empirer plus que elle ne l'était en 2020 ou en 2021. Et donc, c'est un problème et les Maliens doivent se poser des questions. Et je pense d'ailleurs également que les membres du gouvernement au Mali commencent à douter de leur capacité à résister aux assauts de ces rebelles. Alors, merci beaucoup, chers confrères. Nous sommes, j'espère, arrivés à la fin de cette émission. C'est bien vrai, même s'il faut aborder, poser toutes les questions possibles d'ici là, le temps prévu pour cette émission ne nous suffirait pas pour aller au fond du sujet. Nous espérons que nous avons pu aborder l'essentiel et que vous également, Monsieur Zedane, vous qui nous suivez, vous allez partager avec nous votre opinion. Vous avez pu retenir quelque chose de cet échange de ce soir. Alors, n'hésitez pas à partager avec nous vos opinions en commentaire. Partagez également l'émission autour de vous, likez et surtout abonnez-vous à cette plateforme. Alors, chers confrères, une fois encore, merci pour votre mot de fin sur ces deux sujets que nous avons abordés, à la fois sur le plan sécuritaire et politique. Quoi qu'on en dise, ce qui se passe au Zimbabwe, si on ne fait pas attention, on pourrait toutefois assister à ce qui se passe actuellement au Mali. Et donc, pour en guise de mot de conclusion, mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux sujets? Peut-être le point commun entre les deux sujets, c'est que, il y a un fossé grandissant entre les dirigeants et la population, Ouais. le bas peuple. Parce que c'est ce que nous disions justement, les réactions des Zimbabwéens en voyant cette modification de la Constitution. Ils disent, nous avons des difficultés réelles au quotidien et la priorité des gouvernements est de changer la Constitution pour permettre au président d'augmenter son mandat, de passer de 5 à 7 ans. Donc, ça veut dire tout simplement il y a une incompréhension qui est là puisque les priorités de la population ne sont pas les priorités de ceux qui gouvernent. Et au Mali, c'est pareil. Il y a une situation de guerre qui est là et il y a une incompréhension, justement, on a terminé là-dessus. Il y a une incompréhension qui vient du fait que, justement, le gouvernement qui a pris le pouvoir, qui a justifié sa prise de pouvoir à part la défense de la sécurité et qui montre maintenant des signes de faiblesse de plus en plus patents. Et donc, s'il y a cette faiblesse, cette fragilité se manifeste de jour en jour, ça veut dire également que la population commence à douter. Et c'est, je parlais du fossé entre les dirigeants et le bas peuple sur le plan politique au Zimbabwe, mais au Mali, justement, c'est peut-être la façon de mener la guerre qui va séparer le gouvernement et sa population. Et voilà, merci beaucoup, Prudence. Tout est dit. Merci beaucoup, cher confrère Anissé, pour ces éclairages. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, internautes, auditeurs, de nous avoir suivis ce soir dans Regard sur l'Afrique. Abonnez-vous massivement à cette plateforme pour ne rien rater de l'actualité africaine et surtout des analyses que nous faisons sur cette plateforme. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Regard sur l'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à toutes et tous. Merci beaucoup, chers confrères, et bon week-end à vous. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci.